Tu veux une FAQ? Je ne compte pas mes protéines totales dans ma diète, même si c'est quelque chose que vous pourriez faire. Comment est-ce que je priorise et j'organise sur les masses à venir les retards et focus quand il y en a plusieurs? Très bonne question. Salut à tous. Bon, je prends mon petit téléphone parce qu'aujourd'hui on est sur le format FAQ, donc vous avez déjà eu, vous avez 2 vidéos format long, je recontextualise un petit peu, j'en profite sur cette vidéo FAQ pour m'étaler un petit peu, puisque j'ai un petit chrono sous les yeux, parce que j'essaie de vous faire une vidéo qui soit pas trop longue, contrairement à mon habitude. Là, vous avez des vidéos informatives, éducatives à la suite, simplement parce qu'on n'était pas dans une configuration avec Bastos, on a pu se voir pour des événements, pour pouvoir filmer du training avec du monde, etc. Donc ça arrive là, puisqu'au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, on sera en train de tourner du contenu à Dubaï avec Bastos. Après, on a énormément de contenu qui est prévu en France, du contenu pas seul, du contenu sur l'entraînement, du contenu autre aussi, un peu plus de perso, entre guillemets. Juste pour que vous situiez un petit peu là en termes d'organisation et le pourquoi du comment, j'ai pas pu vous faire autant de vidéos que souhaité récemment. Il y a eu la grosse saison qui est passée là. Je me suis beaucoup déplacé, j'ai très peu dormi, j'ai beaucoup voyagé. Forcément, j'ai essayé de vous faire 2 vidéos avec ma caméra Osmo, c'était catégoriquement nul, même si Bastos a essayé de rattraper ça au montage, forcément. C'est pas mon métier, j'ai pas la tête à ça quand je suis en déplacement, je ne pense pas à filmer, je suis pas concentré ici. J'ai des athlètes qui me payent pour une prestation, je suis là pour délivrer du résultat, je suis concentré sur eux à 200%. Et pas sur le fait de sortir ma caméra pour vlogger une compète. Quand je dis c'est pas plaisir, c'est 100% plaisir, c'est 100% passion quand je suis là, mais c'est du boulot, ça demande beaucoup de concentration, donc forcément je n'y pense pas. Donc là, on part sur une vidéo de FAQ. Alors bon, première question, je vais pas y répondre directement, donc c'est Tanguy. Apparemment, tu es un pote de Bastos, ce que Bastos m'avait dit. Donc ta question, forcément, elle rejoint le volume d'entraînement moyen, nombre de séries par muscle et par séance, et comment est-ce que j'augmente ou je baisse en fonction de la récupération de l'athlète. Donc je pense que toi tu es très heureux puisque tu as vu la semaine dernière une vidéo de au moins une demi-heure sur le sujet, donc je pense que tu as été servi et que tu étais content de la réponse précédente. Et après, qu'est-ce que je regarde pour savoir si j'ai besoin d'augmenter ou réduire un volume sur un groupe musculaire, la capacité de récup seulement, ou aussi la progression sur le logbook? Forcément, les deux. Et est-ce que j'ai une progression qui est visuelle ou pas sur mon client, partant du principe qu'il progresse et qu'il a de bonnes capacités de récupération? Question de Rémi. Donc, comment est-ce que je priorise et j'organise sur les masses à venir les retards et focus quand il y en a plusieurs? Très bonne question. Je fonctionne par bloc. Comme tu l'as vu dans la vidéo précédente aussi, je sélectionne 1 à 2 groupes musculaires maximum que je vais organiser par bloc en fonction de la durée estimée de la prise de masse que j'ai à disposition. Admettons, tu as 2 muscles que j'ai absolument besoin de rattraper et un qui est un petit peu à la traîne. Ok, mais c'est pas non plus catastrophique pour le moment, mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir mettre de l'attention dessus, ou alors j'ai mis le paquet sur des quadriceps. Les quadriceps sont au niveau aujourd'hui, mais par contre, du coup, visuellement, j'ai du retard actuellement sur mes ischios ou ma chaîne post. Ce que je peux faire ici, tout simplement, c'est prévoir un premier bloc de 8 à 12 semaines sur les 2 groupes musculaires que je dois faire progresser en priorité. Et si mon hors-saison dure, par exemple, 6 mois, 24 semaines, garder les 8 dernières semaines pour pouvoir switcher, mettre un focus sur ma chaîne post et remplacer les 2 groupes musculaires que je veux prioriser par les ischios et les fessiers. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est essayer de planifier mon hors-saison, savoir à peu près combien de temps il va durer pour pouvoir savoir combien de blocs je vais faire rentrer à l'intérieur. Et la plupart du temps, un bloc va durer au moins 8 à 12 semaines parce que j'ai besoin de temps pour pouvoir faire progresser un groupe musculaire. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, il me faut du temps. Donc, la plupart du temps, ces blocs-là spécifiques durent 8 à 12 semaines. Et comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, sur de la fréquence de 2 fois par semaine, c'est des blocs qu'on peut quand même tenir sur des périodes qui sont relativement longues. Question de Titan Phoenix Perf. 2 grammes de prot qui fait monter avec le reste de la diète ou 2 grammes alimentation totale. Ok. Donc, est-ce que je compte mes protéines au départ de mon plan et je les garde telles quelles, ou est-ce que je compte mes protéines totalement? Je pense que c'est ta question. Je suis pas sûr d'avoir saisi à la perfection. Ce que je fais personnellement, je ne compte pas mes protéines totales dans ma diète, même si c'est quelque chose que vous pourriez faire et qui est totalement valable. Pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que je calcule mes quantités de protéines en fonction de la masse musculaire maigre de mon athlète. Je les pose sur mon plan et je les garde telles quelles à peu près toute l'année. J'aurais tendance à les augmenter un petit peu en phase de sèche, mais en général, je ne les baisse pas
en phase de surplus calorique. Et ce, peu importe le nombre de calories. Forcément, si j'ai quelqu'un qui mange 3000 kilocalories, j'aurai beaucoup moins de protéines indirectes que quelqu'un qui en mange 5500. Est-ce que je suis réellement préoccupé par les 15, 20, 30 grammes de protéines indirectes que je vais avoir dans du riz, etc., enfin dans les sources de glucides principalement? Non, je ne les calcule pas. Je sais que je n'aurai pas d'impact santé sur ces dernières. Je préfère rester sur quelque chose de plus ou moins stable à l'année. Comme je ne pars pas sur une base qui est inutilement haute au départ, je sais que j'ai la marge de manœuvre en surplus calorique. C'est pour ça que je peux me permettre de les augmenter légèrement en phase de sèche, de l'ordre de 15 à 25 grammes par repas en quantité de protéines net. Ensuite, quelle quantité de GABA est-ce que je recommande? En règle générale, je ne recommande pas l'utilisation de GABA pour améliorer le sommeil. Concentre-toi déjà en priorité sur ta routine de sommeil. Ça, c'est primordial et c'est ce que pour beaucoup vous littéralement balancez par la fenêtre à chaque fois. C'est la routine du sommeil. Se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe, ne pas abuser de stimulants, voire ne pas en consommer sur la seconde partie de journée après 13-14 heures. Idéalement même avant midi si tu veux être tranquille, donc le matin, pré-training éventuellement si tu t'entraînes début d'après, mais si tu t'entraînes le soir, pas de steam, ça va de soi. Potentiellement utiliser des lunettes que je n'ai pas mis sur le nez pour essayer de... Voilà. Mais du coup, des lunettes pour vous protéger de la lumière bleue. Si vous êtes obligé de travailler tard le soir sur l'ordinateur ou le téléphone, comme moi ou comme bien d'autres, de conserver quand même ces lunettes qui vont quand même grandement vous aider. Consommez votre dernier repas à heure fixe aussi et pas juste proche du coucher, mais laissez-vous quand même un temps de digestion pour aller vous coucher en ayant quand même partiellement digéré ce repas-là. Moi, je sais que j'aime bien manger à peu près 2 heures avant d'aller au lit, au max, donc dernier repas vers 20h, 20h30, pour aller au lit idéalement à 22h30, chose que je ne fais probablement jamais. Mais bon, vous avez compris l'idée, hein, c'est pas forcément le cordonnier le mieux chaussé pour le sommeil. Et ensuite, d'éviter d'avoir une distraction sur le téléphone, réseaux sociaux. Une fois que vous êtes au lit, ça pareil, ça va vous stimuler pour rien, vous empêcher de dormir correctement. À ça, tu peux ajouter un peu de magnésium, une bonne supplémentation en règle générale. Faire attention à ton dernier repas, donc consomme un repas qui va se digérer relativement lentement, un repas qui ne soit pas trop lourd, avec des protéines et des lipides et un petit peu de glucides à l'intérieur si tu le souhaites, ce qui n'est pas forcément obligatoire, ce qui peut améliorer le sommeil chez certaines personnes, chez d'autres, ça n'a absolument aucune différence en termes de qualité de sommeil. Voilà, le magnésium, tu peux quand même monter relativement haut en termes de quantité de magnésium éléments journalière. C'est vrai que la range que j'aime utiliser va de 250 mg de magnésium élément par jour jusqu'à 1 g de magnésium élément par jour issu de magnésium bisglycinate ou autre. En tout cas, tant qu'on parle d'une source qui est bien assimilable et qui ne te cause pas de soucis digestifs. Et tu peux ajouter un petit peu de mélatonine aussi avant d'aller au lit, 1 mg, 1,5, 2 mg. Plus si tu en as besoin ou que tu as un plus gros gabarit, mais la plupart du temps, c'est pas forcément nécessaire. Et après, en termes de supplémentation pour le sommeil, tu as des complexes qui sont aussi très intéressants. J'avais fait un post Insta à ce sujet-là. J'essaierai de te le retrouver pour vous le donner parce que j'ai plus en tête tous les compléments que j'avais notés dedans, mais j'ai fait des recherches dessus. Donc, je vous le mettrai en plus. Question de Davy. Salut Anto, pour toi, à quel moment peut-on envisager une phase de deload? Phase de deload lorsque tu as une fatigue générale qui est trop importante. Donc, la plupart du temps, tu vas le ressentir sur tes performances. Il faut quand même que tu puisses noter une certaine régression sur tes exos. Le problème, c'est que souvent, vous voulez faire des deloads sur des phases que vous appelez des phases de stagnation. Sauf que, en réalité, lorsque tu vas passer un certain niveau de pratique, que tu vas commencer à avoir un petit peu de bouteille, que tu vas commencer à avoir un petit peu de force, la surcharge progressive, c'est pas si rapide que ça non plus. Et ça, c'est un point qui est très important et que beaucoup de personnes ont du mal à quantifier. Mais admettons, je commence mon année, je fais 5 répétitions à 140 kg sur mon développé couché à la barre, à la Smith, ce que tu veux, incliné, décliné, celui que tu préfères. Si je gagne en restant surplus toute l'année, une répétition par semaine pendant 12 mois, je vais gagner 48 répétitions sur mon développé couché à la barre ou à la Smith. Si j'en faisais 5 initialement, est-ce que je suis réellement capable de passer de 5 répétitions à 53 répétitions à la fin de l'année à 140 kg? Je pense pas. Alors forcément, on va pas rester sur des rep range. Ma rep range, c'est pas 5-43, 5-53. On est d'accord. Mais même si on le compare avec une progression en charge, puis en rep, puis en charge, puis en rep, etc., je ne gagnerai pas 48 répétitions sur mon développé couché à la barre. Forcément, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, à un certain moment, vous êtes débutant, vous prenez de la force pour prendre du muscle, passe un certain stade, vous allez prendre du muscle pour prendre de la force. Ce processus-là est long. Construire du muscle pour pouvoir être plus fort sur un mouvement, ça va prendre du temps et ta surcharge progressive va faire ça
Des fois, elle va baisser, elle va remonter, elle va rebaisser, elle va remonter. Mais sur le spectre de 1 mois et demi, tu auras pris de la force sur ton mouvement. 1 rep, 2 reps, 3 reps, 4 reps, peut-être plus, peut-être moins, mais tu auras pris de la force. Ça, ce n'est pas un maintien, c'est une progression. Un deload est nécessaire lorsque tes performances commencent à diminuer de manière consécutive. Et là, tu as énormément de manières d'effectuer un deload. Moi, ce que j'aime faire dans un premier temps, déjà, c'est du repos complet sur au moins 4 jours. La plupart du temps, tous mes athlètes ont au moins 2 jours de repos par semaine. Ce que j'aime bien, c'est de doubler ces 2 jours de repos en mettant 4 consécutifs pour déjà avoir du repos, parce que la plupart du temps, on oublie souvent, c'est de se reposer. Les inciter aussi fortement à pouvoir prendre ces jours de repos pour aller passer du temps. Alors, ça peut être seul, ça peut être accompagné, mais essayer d'aller faire une activité qui leur permette aussi de se reposer psychologiquement parlant. Je sais pas, prenez 2 jours dans un chalet, allez faire un spa, profitez-en pour aller au cinéma, faites un repas libre en plus. Essayez aussi d'avoir ce moment de repos général et après de repartir la semaine d'après sur un volume d'entraînement qui soit moindre. Donc là, la plupart du temps, selon le volume d'entraînement que j'ai, soit je peux le diviser par 2, soit je peux descendre à une seule série de travail par exemple en conservant la série la plus lourde, en leur demandant de maintenir leur performance et de ne pas chercher à progresser dessus parce que forcément, si tu arrives sur ton leg extension en exo 4 dans ta séance de cuisse et que tu as fait précédemment 3 séries de cuisse au lieu d'en faire 9 par exemple, forcément tu auras plus de force, tu seras incité à pouvoir gagner de la force. Ce n'est pas le but de ces 10 jours, entre guillemets, de récupération. Donc ça, c'est ma manière de procéder. Je peux naviguer un petit peu là-dedans en fonction du besoin du deload. Et la plupart du temps, j'en ai pas besoin si fréquemment ça pour la simple et bonne raison que je fais attention au volume que je vais donner à mes athlètes pour s'assurer qu'ils soient continuellement dans des phases de progression, mais pas au point d'avoir besoin d'un deload tous les mois. Sinon, c'est qu'on est simplement en train d'en faire trop. Essayer de progresser pour stopper, progresser, stopper. Et c'est pas suffisant. Ensuite, question de Jordan. Donc, comment se passe un mentoring de manière générale, format, durée? Bon, de toute manière, vous aurez déjà toutes les infos au moment où vous verrez cette vidéo avec le site qui sera déjà sorti. Donc, je te laisse checker dans la bio, dans nos bios Insta avec Théo et dans les descriptions des vidéos YouTube. Comment gérer son cardio en prise de masse? Conserve du cardio à l'année. C'est une recommandation personnelle, même si certains en ont plus besoin que d'autres, dépendant du gabarit et de certains facteurs plus qui peuvent être amenés à être utilisés dans certaines fédérations pour les compétiteurs. Et je pense que tu es compétiteur au vu de... Ah bah oui, non mais Nico. Ok, donc c'est toi, c'est bien toi. Forcément, j'ai des miniatures qui sont toutes petites sous les yeux, donc j'avais pas vu. Donc non, je préfère conserver quand même du cardio à l'année. Forcément, certains gabarits, 15 minutes post-training sont amplement suffisants, jusqu'à 30 minutes pour les plus gros gabarits aux alentours de 130 BPM, pour quand même garder une bonne activité cardiaque à l'année. Question d'Antoine, quels seraient les points les plus importants à retenir pour être bon en coaching en salle? Ok, bon, t'as déjà eu une grosse vidéo au début, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dedans. Pour être un bon coach en salle, il faut que tu travailles sur le développement de ta communication, mais dans la manière de parler aux gens, donc ton attitude. Donc il faut que tu présentes bien, physiquement parlant, visuellement parlant, bien habillé, bien coiffé, etc. Forcément, ça va énormément rentrer en jeu dans le profil du coach en salle. Ensuite, que tu apprennes à communiquer correctement, donc verbalement parlant, être capable de t'exprimer sans avoir des consécutifs toutes les 30 secondes, être confiant, être capable de parler en regardant quelqu'un dans les yeux, laisser les gens parler, apprendre à les écouter, analyser ce qu'ils sont en train de te dire pour préparer tes réponses, préparer des réponses organisées, puisque forcément les gens sont un petit peu brouillons au départ. C'est à toi d'arriver à cerner un petit peu les points importants et savoir sur quoi tu vas appuyer pour pouvoir leur apporter une réponse qualitative. Ça, c'est super important. Forcément, comme j'ai beaucoup répété dans la vidéo précédente, enfin dans la vidéo sur le développement du business de coaching, prendre le temps de développer tes skills en termes de vente et marketing si tu veux, mais directement à la salle, mais surtout en termes de vente, même si ça rejoint les points que je t'ai donnés précédemment. Être un bon vendeur sera important et donc ça rejoint de nouveau le point de la communication, mais surtout aussi celui d'être capable de prendre le temps de s'auto-analyser, donc prendre des notes. Théo, je lui faisais prendre un carnet où il notait toutes les bonnes ventes et toutes celles qu'il avait loupées, le pourquoi du comment, pour pouvoir justement en tirer des conclusions et être capable de s'améliorer pour la suite. Donc ici, c'est d'avoir un point autocritique qui soit important. Donc tu vas à chaque fois pouvoir noter sur ton carnet post-rendez-vous ce que tu juges avoir bien fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et petit à petit, ça te permettra aussi d'avoir une trame intéressante. Ensuite, tu te dois d'aller au contact de toutes les personnes dans la salle. Tout le monde doit te connaître. Tout le monde doit connaître ton nom et ton prénom dans la salle, savoir que tu es coach ici, et qu'ils peuvent venir te demander, qu'ils doivent venir te demander des conseils. Et ça va passer par la partie éducation et du coup dans le côté construction de confiance vis-à-vis de tes clients ou futurs clients en salle
et au travers de tes réseaux sociaux et potentiellement de tes avant-après, même si, comme je l'avais dit, en général, c'est pas en salle de sport que tu récupères le plus de prospects pour faire des transformations, même si tu peux quand même essayer d'aller les sélectionner et potentiellement de les signer en online si tu ne peux pas les signer en salle à cause du budget. Ok? Que forcément, si tu rajoutes de la preuve sociale sur tes transformations en plus, tu auras encore plus de notoriété. Je pense que ça va faire à peu près le tour pour une réponse dite moyennement courte pour toi, Antoine. Donc voilà pour cette première FAQ. On essaye de rester sur un format de 15 minutes max. De toute manière, il y en aura énormément d'autres à venir. Donc à chaque fois que je vous mets des boîtes à questions spécifiques, n'hésitez pas. Bastos sera avec nous, est avec nous même à Dubaï en ce moment, au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc je vais vous en proposer plein d'autres. Profitez-en, le format est un peu plus long que sur Instagram, donc plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, soutenir la chaîne, nous partager en story aussi. Ça fera toujours plaisir. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée.